bienvenue à tous. Donc, je suis Corinne Joséphides du pôle grand public fundraising de Force for Good. Et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant cette petite heure avec Anne-Christine, donc du pôle grand donateur. Voilà, j'ai fondé le pôle grand donateur chez Force for Good. Donc, on se réunit aujourd'hui pour parler de l'optimisation de votre fundraising en temps de crise, qui est un sujet véritablement en écho avec l'actualité. On vient de traverser une période de confinement, on traverse une période après Covid relativement incertaine, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Alors, comme tout métier, la question se pose pour la collecte de fonds. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour minimiser l'impact de cette période difficile pour nos organisations et tout en maximisant en fait les ressources. Alors, pour commencer, admettons que paniquer et faire l'autruche ne servira à rien et ne sera pas productif, d'une part. D'autre part, admettons également que, comme toute période de crise, il y a possibilité de trouver de nouvelles opportunités, notamment via l'innovation pour révolutionner sa collecte, mais que ça nécessite un certain investissement et que ça n'est pas forcément à la portée de tous les collecteurs de fonds. Donc, entre ces deux options, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Anne-Christine, c'est une voie intermédiaire, prudente, qui nous semble être une des seules façons rationnelles pour répondre à cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Et ce parcours intermédiaire, on va vous le dérouler pendant une petite trentaine de minutes autour de 7 étapes concrètes. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra, je pense, Anne-Christine en groupé, tout à la fin de la présentation. Et sans plus tarder, première étape. C'est à toi, Anne-Christine. Alors, la première étape, c'est, comme le disait Corinne, continuer. Continuez vraiment, et si vous le pouvez, ne diminuez pas vos investissements. On a déjà passé un certain nombre de crises sanitaires, certes pas dans cette ampleur-là, économiques, certainement oui. On a quelques enseignements de 2008. Les organisations qui se sont arrêtées, qui ont arrêté leurs investissements en 2008, ne sont clairement pas celles qui s'en sont sorties mieux. Essayez de ne pas faire de stop and go. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors, dans le domaine du grand don, c'est comme si vous arrêtiez tout. Corinne vous expliquera de son côté dans le domaine du marketing direct et des middle comme des plus petits dons, qu'il en est également. Côté grand don, c'est une catastrophe. Si vous arrêtez, vous arrêtez. C'est-à-dire que vous aurez un mal fou, vous reprendrez à zéro après. Donc, vraiment, essayez de maintenir le plus possible la barre telle que vous l'aviez imaginée avant la crise, en réduisant peut-être un certain nombre de choses, en faisant des choix, mais tenez la barre. Deuxième point, pour tenir la barre, il faut communiquer. Alors, il faut communiquer en interne. C'est le moment de décloisonner. Hier, j'animais un séminaire où on me posait la question, mais comment faire entre les middle et les grands dons quand les middle et les grands ne sont pas gérés par les mêmes personnes? Eh bien, parlez. Justement, parlez. C'est le moment où il va falloir que tous les éléments, tous les organes de votre organisation se mettent en ordre de marche dans le même ordre de marche. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quand même des techniques pour ça. Il y a des séminaires qui permettent de se regrouper autour de projets communs. Ce qui est absolument indispensable, c'est vraiment d'essayer au maximum de ne pas travailler en silo et au maximum de communiquer sur ce qui se passe, ce que vous avez fait avec pendant la période de crise et ce que vous allez faire avec évidemment les enjeux qui se posent à vous et puis peut-être, si c'est le cas, les diminutions de budget qui vous permettront, comme je le disais tout à l'heure, de continuer à tenir la barre et le même cap, mais en ajustant.
Donc, c'est vraiment absolument indispensable. Hein. Vous voyez cette petite slide avec ces jolies bulles, finalement, on devrait avoir des liens entre elles, parce que c'est vraiment ça, c'est de se connecter, d'impliquer, de partager, de continuer. Si vraiment c'est en salve de verbe, excusez-moi, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. En fait, c'est l'action. Restez absolument dans l'action et restez dans l'action sur ce que vous vous étiez donné comme objectif avant la crise. La crise, comme son nom l'indique, c'est une crise. Elle devrait normalement passer. Et donc, vous allez vous retrouver après cette crise avec globalement, normalement, le même positionnement que celle qui était avant. Le case for support, c'est exactement, c'est la continuité absolue de ce que je vous dis. Cette espèce de mot bizarre, cet affreux anglicisme qu'on utilise beaucoup en France, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire d'abord? En fait, le Case for Support, c'est la plateforme de communication et le plan d'action qui permet à l'ensemble de votre organisation de fonctionner à partir de votre plan stratégique. Ce n'est pas votre plan stratégique, vous avez besoin d'un plan stratégique, vous avez besoin d'un projet, vous avez besoin d'un projet associatif, d'un plan strat. Le Case for Support, c'est ce qui résume un peu tout ça. C'est le document qui va fédérer et qui va également vous permettre de travailler vos messages pour vos cibles de donateurs. Donc, ce Case for Support, c'est vraiment le moment de le réinterroger, ou en tout cas, si vous n'en avez pas, de le faire. De le réinterroger, pourquoi? Parce que la crise est passée par là. Cette crise, on l'a bien vu aussi bien sur la partie grand public que sur la partie grand don, elle a demandé à vos organisations un effort, un travail d'adaptation vraiment important. Là, pour ça, vous avez changé de positionnement. Mais vous avez intégré des actions pour répondre à la crise, pour que les bénéficiaires puissent continuer à obtenir votre support. Vous avez adapté vos actions. Donc, ce Case for Support, vous pouvez, c'est le moment, là, maintenant, après le confinement, de le réinterroger. Et de le réinterroger pour les 2 années qui viennent. À nouveau, pas de changement de positionnement, mais une évolution, parce que la crise est passée par là, une évolution peut-être, ou pas d'ailleurs, mais peut-être de vos actions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement ce Case for Support, il a pour but d'arriver à un plan opérationnel. Et évidemment, les événements que nous sommes en train de traverser ont fait évoluer ce plan opérationnel. Nous, on passe notre temps à faire des modifications sur de l'événementiel, on le verra plus tard, sur des plans qui ne peuvent plus avoir lieu, vous ne pouvez pas rencontrer les gens de la même façon. Donc, ça a évolué. Ce plan opérationnel, il faut également donc, les projets, les programmes qui permettent de porter cette ambition et qui sont dans ce Case for Support, vous allez probablement devoir les réinterroger. Donc, c'est le moment. Et c'est le moment, et comme je disais tout à l'heure, mettez le maximum d'instances autour de la table. Quand vous parlez d'une problématique de grand don, mettez les middle, mettez la com, mettez le grand public autour de la table. Mettez les legs, parce que très souvent, les libéralités sont séparées chez vous. Impliquez votre conseil d'administration, ou en tout cas, informez-le. Et même ceux qui ne sont pas forcément totalement intégrés à cet ensemble comme stratégie, collecte de fonds, informez-les également. Toutes les fonctions support de votre organisation, c'est vraiment important qu'ils comprennent comment votre bateau va résister à la tempête. Donc, un Case for Support, ça sert aussi à ça. Et vraiment, on vous conseille très, très, très fortement d'en faire un si vous n'en avez pas et de le réinterroger si vous l'avez. Donc, dans la continuité de ce travail sur le Case for Support, il y a un travail de fond, s'il n'a pas encore été fait, donc à réaliser sur vos indicateurs. Aujourd'hui, il va falloir scruter, enfin, en temps de crise, encore plus que pendant une autre période, il faut véritablement scruter à la loupe, analyser de manière détaillée votre mix marketing et communication. Les mécanismes de mesure et d'évaluation systématique sont des pratiques de gestion véritablement essentielles pour vos organisations. La crise économique va nous pousser à évaluer minutieusement tout ce que nous faisons.
sur une période mensuelle en temps classique. Sur la fin d'année, on est sur des évaluations qui peuvent, en tout cas sur la collecte de fonds marketing direct, on est sur du pilotage parfois même à la semaine, et ce, d'autant que la crise est là. Donc si ça n'a pas été le cas auparavant, le moment, et que vous ne disposez pas de ces indicateurs, le moment est venu de mettre en place ces indicateurs qui vont permettre à tous vos programmes de collecte de fonds, de marketing, de communication, de fonctionner avec le plus haut degré d'efficience et d'efficacité. Et en fonction de votre stratégie de levée de fonds, on vous invite à avoir quelques points de vigilance, notamment sur si vous êtes en pleine capital campaign, par exemple. Si vous êtes en pleine capital campaign, n'arrêtez pas, évidemment. N'arrêtez pas, mais en revanche, augmentez au contraire le rythme de lien avec les personnes qui vous êtes dans cette capital campaign. Donc, votre comité de soutien, qui est normalement votre bras armé, là, mettez le paquet avec eux. Ils ont besoin de votre support. Les donateurs ou les donateurs pressentis ou les donateurs avérés, alors vraiment là, le lien va être extraordinairement fort, va devoir être de plus en plus fort. Et en cette période de crise, c'est déjà le cas en période classique, mais dans cette période de crise, les donateurs vont être extrêmement attentifs à l'information et aux liens que vous allez pouvoir tisser entre vous et eux. Ils ne comprennent pas bien, comme nous tous, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Vous êtes un élément important de leur vie, puisque vous représentez leur choix philanthropique. Il faut que vous continuez à représenter ces choix. Et une étude d'une université américaine montrait que pour les grands donateurs, la raison numéro 1 pour ne plus donner ou pour changer d'organisation, c'est le lien. C'est le fait de ne plus se sentir, de ne plus être capable de s'approprier ce que vous faites. Et ils ne pourront pas s'approprier ce que vous faites si vous ne leur dites pas. Donc, continuez vraiment à activer, à augmenter la fréquence, à tisser, à cultiver tout le réseau qui vous permette de tenir et de monter cette capital campaign. Hier, nous animions un atelier avec Ludwig Forest. La philanthropie à l'international augmente. C'est une vague de fonds qui ne s'arrêtera pas. Donc, tenez bon. Tenez bon et augmentez les liens sur cette partie-là. Et dans cette continuité, on a également des événements prévus, notamment pour ces publics grands donateurs, mais pas seulement. Et l'idée est de les interroger, mais pas de les annuler, Anne-Christine. Non, alors les événements, évidemment, vous avez la législation évoluant en permanence actuellement, en tout cas les règles. Si ce n'est pas encore des lois, heureusement, les règles, vous allez devoir vous adapter. Les galas qui étaient prévus ne se font pour la plupart pas. S'ils se font, ils se font en virtuel. S'ils se font en virtuel, ils deviennent plutôt des événements au moment du gala de cultivation, et la collecte de fonds se fait avant ou après. Moi, je suis actuellement aux États-Unis, je participe à pas mal de galas virtuels en ce moment. Clairement, le moment de la communication, le moment où normalement tout le monde se retrouve dans la salle et où il y a généralement des levées de fonds et des levées de fonds importantes, en fait, elles se font en décalé, elles se font avant ou elles se font après. Donc, ce moment-là est juste un moment d'échange, et juste un moment de communication, et donc juste un moment de cultivation. Ensuite, c'est une question d'évolution. Vous allez transformer des événements en d'autres événements, vous allez permettre des flux de gens plutôt que de les avoir statiques dans un seul espace. Plutôt que de faire un gros événement, vous allez splitter en plus petits événements. Bref, il y a des tas de solutions. Il faut juste trouver la bonne pour votre organisation, mais n'arrêtez pas l'événementiel au sens large du terme, même si vous devez arrêter les galas au sens stricto sensu, c'est-à-dire 300 personnes ou 150 personnes dans un même espace avec un déroulé sur 1h30. Mais l'événementiel, c'est un des moyens de garder le lien, c'est un des moyens de cultiver,
c'est un des moyens de réassurer, donc surtout n'arrêtez pas. Alors sur le marketing direct, qui est également une des locomotives aujourd'hui de la collecte pour bon nombre d'organisations qui ont construit justement leur collecte sur cette mécanique, bien évidemment on continue. En revanche, on reste vigilant et on reste fidèle à ce qui fonctionne. Il y a de nombreux d'entre nous, y compris moi-même, sont des amoureux de la créativité. Pour autant, à budget équivalent ou si on impose une réduction budgétaire, on peut moins se permettre de graphismes flashy ou des typos qui ne sont pas forcément des typos habituels pour nos donateurs. On risque de s'y perdre. Donc l'expérience de plusieurs décennies de spécialistes du marketing direct prouve que faire différent n'est pas toujours mieux, surtout en période de crise. Donc, on va capitaliser pour nos publics traditionnels sur les fondamentaux. Alors, je ne parle pas des nouveaux publics qui sont digitaux, digital natives, etc., mais sur les publics classiques, on capitalise bien sur les fondamentaux, on fait du marketing et pas de la communication. Et à nouveau, un ralentissement économique ne justifie pas de jeter aux oubliettes ce qui a fonctionné dans le passé. En fait, il faut véritablement travailler sur une logique de prudence et maîtriser les investissements. Et ça veut dire rester sur, pour partie en tout cas, pour nos publics de donateurs classiques, sur des mécaniques qui fonctionnent et qui sont éprouvées, notamment en termes de créa. Donc, je vous parlais des publics classiques. On a un pan qu'il faut investir en période de crise, c'est le digital. Donc, en période de crise, vous intensifiez vos efforts en ligne. Des millions d'euros ont été collectés en ligne. La part du lion va aux plus grosses organisations. Et tous ces millions, malgré l'ampleur des chiffres, représentent encore une partie mineure des revenus philanthropiques généraux. Donc, pourtant, le canal en ligne présente de multiples avantages pour les collecteurs de fonds. Et en fait, on l'a vu pendant le Covid, le premier avantage, c'est l'agilité qu'il propose. Une campagne de marketing direct, à moins d'avoir un dispositif d'urgence déjà présent dans votre configuration, dans votre méthodologie, ça met du temps à être créé. C'est en moyenne 1 mois pour travailler une campagne de marketing direct. Puis, en marketing direct, vous avez la logique du fabricant, de l'imprimeur, du routeur, de la poste, et on l'a vu pendant la période de confinement, ça n'était pas possible de délivrer logiquement nos messages. Donc, le digital offre cette souplesse qui vient compléter le côté extrêmement structurant du marketing direct. De nombreux avantages au digital, bien évidemment, c'est qu'il vous permet d'attirer de plus jeunes supporters. Donc, tous vos fans, vos followers sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pourquoi pas, qui est un outil de mobilisation assez fort et qu'il a démontré ces dernières semaines. Ça va vous permettre, donc le digital également, de recruter des bénévoles, donc étendre votre base de sympathisants et bien sûr de renforcer les appels que vous envoyez par d'autres canaux, que ce soit le téléphone, le print ou des campagnes télé, notamment les campagnes de DRTV. Donc ça permet vraiment de bien compléter le mix. Bien évidemment, il y a encore d'autres avantages au digital. Et le dernier que je soulignerais, c'est c'est un des canaux qui permet le plus facilement le dialogue entre un sympathisant et l'organisation. Donc, ça permet cet échange qui fait qu'un prospect, à un moment donné, passe le cap, passe la porte et choisit de vous faire un don. Donc, un investissement accru dans le digital rapportera bien évidemment des fonds, vous permettra de collecter mieux et permettra de commencer à structurer votre collecte pour les 10 ans à venir, puisque un jour ou l'autre, nous devrons tous basculer dessus. Et last but not... Pour compléter ce que tu dis, vas-y, je t'en prie. Ça concerne aussi les grands donateurs. Ce que tu dis, Corinne, voilà, ça marche aussi pour les grands donateurs. Alors, ça marche pas bien en collecte de fonds, parce qu'un grand donateur donne moins facilement de l'argent par voie virtuelle, sauf cas exceptionnel, mais c'est quand même pas la méthode classique. En revanche, en cultivation, ça marche très 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 bien. En animation de vos comités de campagne, ça marche très 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 bien. Je suppose que vous le faites déjà. Continuez. Les téléphones, les liens avec les téléphones, les liens à renvoyer, les webinars, tout ça fonctionne très 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 bien. Donc surtout, ne pensez pas
que le digital n'est à utiliser que pour le grand public, pour des publics très précis, voire très exigeants, comme peuvent l'être les philanthropes ou vos partenaires. Ce sont des outils, quand ils sont bien utilisés, qui sont extrêmement puissants pour garder justement ce fameux lien. Donc, dans la continuité de ce mix, il est possible qu'on vous demande à un moment donné de réduire en fait les investissements de collecte de fonds. On le vit tous. Moins de programmes, donc du coup moins d'investissements en termes de collecte, sauf que l'un va forcément venir impacter l'autre. Donc, comment faire face à cette demande quand on nous demande de maîtriser les investissements ou les réduire? L'idée, on l'a écrit avec Anne-Christine, donc on le fait avec un scalpel, pas avec une tronçonneuse. On essaye de travailler un petit peu sur une logique de fine-tuning, l'ajustement le plus fin possible de ces investissements. Parce que si on arrête, mettons qu'il faille réduire les investissements de collecte de fonds, si on arrête la prospection de nouveaux donateurs, si on élimine toute la partie remerciement aux donateurs, si on coupe le télémarketing, qu'on réduit drastiquement le budget des mailings, on a réduit le budget, mais le seul problème avec cette approche drastique, c'est qu'elle va avoir des conséquences graves à long terme pour l'organisation, parce que la base de données va diminuer. Si la base de données diminue, vous avez moins de ressources à court terme, à savoir les dons, et à moyen long terme, les legs. Donc, en période de crise, les affaires continuent, quelles que soient les conditions économiques. La question, ça va être juste une question de dosage. Et pour avoir ce dosage, donc, qu'est-ce que j'envoie à qui? C'est là où la data va jouer un rôle extrêmement important. Donc, sans transition pour la data qui joue un rôle important, pour ceux qui ont assisté à l'atelier d'hier avec Eric et Anne-Christine, où on parlait des middle et grands donateurs, en fait, la data, elle va être essentielle. Bon, pour vérifier que la loi de Pareto s'applique à toutes les organisations, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'une analyse de base de données donateurs est essentielle. Ça va nous permettre de voir concrètement où sont vos donateurs à fort potentiel et essayer au maximum de solliciter davantage cela, plutôt que des donateurs inactifs depuis plus de 60 mois qui vous donnent juste parce que vous leur envoyez un mailing avec un bloc-notes, un stylo, 5 post-it et 10 cartes de vœux. Donc, passer par la data essentiellement pour pouvoir identifier les véritables leviers de croissance et vos véritables supporters fidèles sur le long terme de votre organisation. Anne-Christine, Ça marche aussi bien pour les middle gradés en grand nom que pour vos grands noms ou vos potentiels grands noms. Parce que quand vous êtes en capital campagne, quand c'est la première, en tout cas ceux qui rentrent sur ce marché-là, évidemment, il y a vos donateurs avérés, mais il y a également vos potentiels donateurs. Et regardez bien dans vos potentiels donateurs ceux qui ont le plus de chance. Donc là, c'est vraiment à nouveau, comme le disait Corinne, du fine-tuning, c'est-à-dire que regardez bien ceux qui ont actuellement le plus de chances de pouvoir être upgradés rapidement. Ça ne tient pas évidemment qu'au montant, ça ne tient pas qu'au profil, ça tient aussi au moment où vous allez voir ces personnes. Je parle là de grands donateurs, donc de liens directs. Ça tient évidemment également à la conjoncture et aux liens qu'ils peuvent déjà avoir avec vos organisations. Donc, allez pêcher là où vous avez le plus de chances d'attraper du poisson. Exactement. Donc, si votre organisation a l'habitude de traiter tous vos donateurs de la même manière et que vous devez faire face, naturellement, comme pour tout le monde, à une demande de baisse d'investissement ou de budget, il est temps d'examiner comment vous pouvez affiner votre programme avec un plan de segmentation et un plan de segmentation associé, bien réfléchi en distinguant les donateurs classiques, les plus fidèles, les middle donors, les grands donateurs. Et si vous connaissez déjà bien votre segmentation, vous pouvez envisager de vous concentrer davantage sur les middle, les grands et votre cœur de cible. Et comme je le disais de manière très, très schématique tout à l'heure,
bien évidemment, c'est plus fin que ça, mais exclure entre guillemets ceux qui sont le plus éloignés de votre cause et qui vont représenter plus d'investissements que de recettes. Très concrètement, c'est de ça dont il s'agit. Et je vous encourage de travailler sur une segmentation RFM à minima, prédictive, sinon à l'instar de ce que font nos amis Octos, qui sont susceptibles d'identifier également la pression, donc le nombre de messages que j'envoie à mes donateurs sur une année pleine, et d'identifier ceux qui vont être le plus, le plus fidèle, le plus constant à vos côtés, de ceux qui vont avoir besoin simplement peut-être d'un appel à dons en fin d'année pour pouvoir renouveler leurs dons. Travailler la data pour optimiser les investissements et la collecte, ça ne veut pas dire couper tout ce qui ne rapporte pas de manière immédiate. Loin s'en faut. Une chose essentielle en période de crise, c'est être attentif à ses donateurs et personnaliser la relation. Je pense qu'Anne-Christine, vous avez également abordé ce point directement hier, mais je te laisse en parler. Oui, on l'a abordé hier, on l'a déjà un peu dévoilé ce matin. Cette attention à l'autre, c'est pas simplement une information descendante. C'est aussi essayer de comprendre ce que votre donateur comprend de votre action et comprend de votre organisation. Je vous donne un exemple. Je vis actuellement aux États-Unis. J'étais sur un gala et au moment où j'ai acheté ma place, d'abord on m'a présenté mon chef de table, qui était déjà tout ça virtuellement évidemment. Hein, j'étais pas dans une salle avec des gens, donc c'était derrière mon ordinateur. Donc d'un seul coup, ça devient plus personnel. Vous pouvez adapter ce type de choses à n'importe quel événement et à n'importe quel type de relation que vous pouvez avoir. Il faut juste y penser, en fait, c'est plus ça. C'est beaucoup de bon sens. Et le lendemain, même pas le lendemain d'ailleurs, quelques heures avant, c'était le matin pour l'après-midi. Donc l'après-midi, j'avais dans ma boîte email un mot du directeur et du président, signé des deux, donc du staff opérationnel et du staff stratégique, me demandant, me rappelant, alors on parle du Case for Support, me rappelant les grandes ambitions, les grands programmes de l'organisation à laquelle j'avais acheté une place, et me demandant mon avis. C'est-à-dire, la question était très simple, c'était, on est actuellement avec ce qu'on traverse, voilà ce qu'on a fait là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire pour améliorer encore les choses? Ça s'appelle être attentif à ses donateurs. Être attentif à ses donateurs, ce n'est pas seulement leur envoyer une carte de vœux, ça n'est pas que de l'information descendante. Et dans cette période-là, où on est quand même très isolés les uns les autres, même si le confinement est passé, on reste isolés. Le fait de télétravailler, les relations sociales sont moins importantes. Alors, c'est très avantageux pour vous parce qu'il y a moins de sollicitations à l'extérieur et donc quand vous envoyez un message, il est plutôt plus lu. Donc ne loupez pas cette fenêtre, mais communiquez pour avoir de l'info. Ne communiquez pas simplement pour descendre une information, pour faire descendre une information. C'est vraiment mes clés actuellement. Ça l'a été en 2008, je le disais tout à l'heure. Je n'ai pas de boule de cristal, mais intuitivement, on peut imaginer que cette crise actuelle, qui est non seulement une crise sanitaire, économique, mais qui est aussi une crise sociétale, un de nos clients dit que cette crise est aussi une crise psychiatrique, ce qui est probablement vrai, c'est-à-dire que le comportement des gens est en train de changer, le ressenti des gens par rapport à leur écosystème est en train de changer. Vous ne pouvez pas, vous, organisation, ne pas évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans l'intérêt, la demande, le besoin qu'ont les gens d'échanger, de coexister avec vous. Donc, ça ne va pas vous coûter très cher, ça. Ça va juste vous demander de l'attention. Ça ne va pas être un investissement financier. Ça va être un investissement en réflexion d'abord, puis en temps, parce qu'effectivement, il va falloir mettre en place des rythmes, des cycles, des réponses à vos donateurs
que vous n'aviez peut-être pas besoin de faire avant. Ça veut dire un service relation bienfaiteur renforcé. Voilà. Un service relation bienfaiteur renforcé avec… Ça veut dire un service bienfaiteur renforcé, mais c'est la même chose pour les middle, c'est la même chose en marketing direct pour vous. On travaillait, on en parlait hier avec Eric. Chez Fort Forwood, on travaille plutôt les grands vers les middle, c'est-à-dire qu'on travaille des plateformes de discours qu'ensuite on diffuse. Donc, ce type de méthode qui s'adapte, qui est effectivement très forte pour les grands donateurs, et là vous le savez, le contact direct est très important, il est également important pour les middle et il est donc également aussi important pour la personne avec laquelle vous n'avez pas forcément un contact direct mais qui va recevoir votre courrier ou votre email dans sa boîte aux lettres. Donc finalement, ces méthodes-là, elles fonctionnent sur toutes les strates et tous les modes de communication et les segmentations de donateurs de votre… La différence sera le curseur et en fait les investissements que vous allez mettre en face. Bien évidemment, un grand donateur, il va se faire appeler par des personnes référentes dans l'organisation. Pour des donateurs de taille intermédiaire, c'est quelqu'un qui, ça peut être outsourcé, ça peut être une personne extérieure, mais avec un discours très qualitatif qui peut contacter ces personnes pour prendre de leurs nouvelles, leur donner des nouvelles de l'organisation. Et sur la base de donateurs fidèles, c'est des choses qui peuvent être un peu plus automatisées, externalisées vers un centre d'appel extrêmement qualitatif, voire même travailler, on a beaucoup poussé sur toute cette année 2020, compte tenu de la situation et de la crise sanitaire, du confinement que l'on a traversé, on a beaucoup poussé la réalisation d'enquêtes qui sont un véritable baromètre de la relation entre le donateur et l'organisation, et puis même l'état d'esprit du donateur pendant cette période. Et on a pu constater que certains étaient extrêmement proches de l'organisation. C'est un indicateur que certains n'étaient pas bien du fait du confinement ou du Covid, qui étaient extrêmement angoissés. Là, il faut avoir le bon téléacteur qui va avoir le bon discours, les bons mots pour rassurer le donateur et relayer auprès de l'organisation essentiellement. Donc, en fonction de votre situation, de votre organisation, de votre public, il est possible de déployer et de mettre en place un certain nombre de processus et d'outils pour justement être davantage attentif, si vous ne l'êtes pas déjà, à vos donateurs et être au maximum dans une personnalisation de la relation pendant cette période un petit peu trouble. Je pense qu'on n'a presque pas débordé. Hein. Donc, en synthèse, par rapport à ce parcours, donc cette étape clé, la première, rester calme et poursuivre. Hein. La deuxième, communiquer en interne et décloisonner, c'est véritablement essentiel pendant cette période. Renforcer les arguments en faveur du don, réaffirmer votre case for support, scruter à la loupe, analyser votre mix collecte, marketing et communication, maîtriser les investissements et puis pêcher là où sont les gros poissons et être attentif à ses donateurs et personnaliser la relation. Voilà, le programme en 7 étapes concrètes. Ce qu'on vous propose, c'est, avant de passer aux questions, c'est de vous adresser, vous, un petit sondage. On aimerait avoir votre avis si vous deviez mettre en place une de ces étapes par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Laquelle metteriez-vous en priorité? Le conditionnel, c'est pas évident. Alors, je vais le faire aussi.
Parce que tout le monde a quasiment répondu. Oui, c'est intéressant. Il y en a un qui se détache clairement. Ouais, la tendance est nette. Alors, La tendance est nette, elle est clairement segmentation et attention aux donateurs. plus que quelques secondes. Ouais, mais la tendance, je pense que Non, ça ne ça ne changera changera pas pas. Là, c'est vraiment pas dans un mouchoir de poche, donc sauf si d'un seul coup, donc je pense que là, on a quand même une tendance nette sur le fait d'être attentif, effectivement, la personnalisation de la relation et le fait de segmenter. N'oubliez pas, pour faire ces deux choses-là, si vous n'êtes pas attentif à votre caisse for support, vous le ferez moins bien. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que ces deux éléments-là sont absolument liés à votre caisse for support. Et faites attention à ne pas travailler d'abord les objectifs, les moyens avant les objectifs, pardon. Votre moyen d'y arriver, c'est votre positionnement, c'est votre ambition, c'est vos projets, c'est ce que vous portez. Ensuite, c'est de l'applicatif. Et vraiment, c'est en période de crise, nous on le voit tous les jours, mais vraiment tous les jours avec les personnes que nous accompagnons. Ce travail sur le storytelling, le travail sur l'ambition portée, le travail sur les valeurs de l'organisation sont celles qui nous permettent, quand elles sont bien faites, sont celles qui nous permettent d'avoir les meilleurs messages auprès de nos donateurs et donc d'être le meilleur en attention et en relation donateur. Exactement. Enfin, en fait, de toute manière, toutes ces étapes sont extrêmement liées. Si vous avez envie de creuser davantage ce sujet de la relation, donc demain, nous avons un atelier à 11h30 avec Franck Sario sur la relation bienfaiteur. Donc, nous parlerons de la relation avec les donateurs classiques, les middle et bien évidemment les testateurs. Donc, c'est demain à 11h30. Vous êtes les bienvenus, sous réserve d'inscription auprès de Judith et de Natacha, bien sûr. Je vous propose. Donc, je rebondis sur ce que dit Christian. En bref, construire un discours puis le divulguer, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Construire avant de divulguer. Alors, je reprends le. Il y avait Oui. des questions. Alors, j'en vois une donc d'Isabelle. Moins de prospection et plus de fidélisation. Je pense que vous avez posé la question, Isabelle, quand nous parlions des investissements et ou de la data. Moins de prospection, ça dépend. Il faut d'abord, avant de dire moins de prospection, je pense qu'il faut regarder aujourd'hui, pour que votre base de données soit stable, soit constante, de combien de donateurs vous avez besoin. De combien de nouveaux donateurs vous avez besoin pour que votre base de données elle reste à flot. Et ça va vous donner un indicateur pour vous dire, c'est mon nombre de nouveaux donateurs minimum que je dois créer tous les ans si je ne veux pas que ma base de données se casse la figure. Donc, il faut sécuriser cette quantité de nouveaux donateurs et donc, logiquement, de budget correspondant pour aller les chercher. Et ensuite, donc, on travaillera sur la fidélisation, les points les plus importants à ajuster. Mais il est important donc de ne pas baisser, en tout cas pas drastiquement, la prospection et véritablement avoir une analyse globale de votre base pour voir ce que l'on ajuste le plus précisément possible. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va pouvoir regarder si le sondage bouge, mais non, il ne bouge pas.
est-ce que vous avez des questions complémentaires? Est-ce qu'il y a des points dans ce que nous avons évoqué dans les 3/4 d'heure, les 45 minutes précédentes que vous aimeriez que nous creusions? Je vois un article intéressant de Guilain. Il va falloir qu'on le lise très vite, Guilain. Bah oui, enfin, je ne sais pas ce que Guilain. Je pense. L'avenir pour la collecte de. Eh oui, oui, je pense. En fait, la question, elle n'est pas dans l'article, elle est dans le titre. Hein. Oui. Je pense que c'est la question que tu veux poser, Guilain. Quel avenir pour la collecte de rue? Là, c'est plutôt une question pour Corinne. Alors, c'est une très très bonne question de toute manière en phase de confinement et de Covid. Effectivement, ça entrave très clairement la collecte de rue, à la fois auprès de bénévoles, mais auprès de street fundraisers. Je sais que la collecte street a repris sous condition, avec des visières, pour aller conquérir de nouveaux donateurs, de nouveaux publics. J'ai moi-même été sollicitée pas plus tard qu'hier par des approches en door-to-door, donc des quêteurs qui viennent taper à votre porte pour vous proposer de soutenir par prélèvement automatique une organisation. Donc, compte tenu des contraintes sanitaires, de toute manière, je pense qu'on va, on va un peu être sujet et soumis à ce que dit la loi et les différents arrêtés préfectoraux. Pour autant, je pense qu'Internet, alors ne remplacera pas, mais pourra être un complément à cette collecte de rue. De mon point de vue, la collecte de rue ne disparaîtra pas, elle va perdurer. Il faut simplement attendre que la période un peu de crise sanitaire que nous traversons s'atténue un peu. Pour autant, donc, le digital peut être un vrai complément, notamment avec tout ce qui est logique de cagnotte, les collectes Facebook en peer-to-peer qui ont explosé en très peu de temps. Je ne parle pas du bouton de don sur Facebook, mais véritablement des collectes au profit de causes. Donc, pour boucler ce que je vous disais sur le digital, c'est un outil fabuleux pour avoir à la fois des supporters, et donc derrière supporters, il y a potentiellement des bénévoles et des collecteurs qui peuvent à la fois porter la bonne parole de l'organisation et collecter des fonds pour vous. Par ailleurs, donc, la crise est accompagnée par beaucoup de ventes par correspondance en ligne. On va toujours chez son commerçant. Je rebondis sur la question de Christian, et un système de carte bancaire comme certains petits commerçants sur les marchés. On peut aussi pousser toutes les logiques d'arrondi. Toute logique de contact par carte bancaire peut être une logique, peut être agrégée d'une logique de don, comme ce qu'on a en arrondi en caisse. Donc, on peut très bien imaginer le généraliser et le faire de manière beaucoup plus moderne. Voilà. C'est du contact sans contact. C'est du contact sans contact, exactement. Ah, alors, il y a un point d'Emmanuel. Je rebondis juste sur l'investissement de Christian. Je pense que bien évidemment, c'est peut-être plus cher que la boîte en fer, mais une fois que c'est installé, c'est rodé, me semble-t-il. Quant à l'intervention de Pierre-Édouard, un dispositif de chat en ligne sur les sites pour remplacer, compléter le street, alors on le voit beaucoup dans tout ce qui est site d'e-commerce. On l'a pas encore expérimenté véritablement. Je pense que Pierre-Édouard vous parlait de tout ce qui est chatbot, donc robot conversationnel avec un tunnel de conversion vers le don, j'imagine. Donc, si c'est le cas, je pense que ça peut, c'est bot ou pas.
Alors, on ne l'a pas encore expérimenté, pourquoi pas, le champ des possibles reste à explorer. Moi, je pencherais plus à pousser des outils déjà existants tels que tout ce qui est plugger des dispositifs de microdons sur des cartes et des terminaux de paiement et pousser au maximum paiement en ligne ou en présentiel, enfin en magasin ou sur marché, et pousser énormément les collectes Facebook. Je pense qu'il y a de vrais relais de croissance qui se trouvent dessus. Qui ne vous empêche pas, le chatbot, ça peut fonctionner, mais comme vous disiez tout à l'heure, de renforcer le lien et la relation une fois que le paiement est fait. C'est-à-dire que quand vous avez un donateur qui fait un paiement sur votre site, c'est pas simplement un remerciement classique. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, vous avez fait un don sur tel sujet, voilà où on en est sur ce sujet-là. On en est sur ce sujet-là parce que on est moteur sur ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire plus? À mon avis, on est plutôt parti pour, quand je dis du contact sans contact, c'est ça, hein. C'est quand même de garder un vrai contact et pas juste simplement un robot qui va répondre aux questions. C'est vraiment un contact réel avec derrière des réponses qui ne sont peut-être pas en direct, mais qui seront personnalisées en revanche. Moi, je crois plus à la personnalisation qu'à l'immédiateté. En tout cas, quand on veut, sur le long terme, sur le moyen terme, garder des donateurs après un don qui est dépersonnalisé, puisqu'il est fait en ligne, quel que soit le montant du don. Vraiment. Donc, c'est plutôt à ça, en tout cas, que moi, je pensais, c'est-à-dire une manière de connecter, de reconnecter, d'informer, mais vraiment d'échanger. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à nouveau une information descendante. Je pense que vous êtes en phase avec Pierre-Édouard, puisqu'il vient de préciser qu'il pensait au chat avec de vraies personnes pour entamer une vraie conversation. Ok, donc c'est bien la même chose. Alors, Emmanuel, très justement, préciser un point complémentaire. Donc, les budgets 2021 sont en train d'être travaillés. Prévoir si l'on peut une ligne risque qui permet de garder de l'agilité dans sa stratégie de collecte en cas de crise, qui peut être extrêmement intéressant. Absolument, Emmanuel. Et puis un commentaire d'Anne donc qui précise qu'en effet, voilà, sur la partie Internet, plus 46% de consommation Internet par rapport à avril 2019. Absolument. Absolument. Donc le digital sera un vrai relais de croissance certainement dans les temps à venir, en tout cas pour les populations plus jeunes, telles que les boomers et en dessous. Avez-vous d'autres questions peut-être ou précisions? Je pense que... Alors, il a précisé que les boîtiers pouvaient se louer pour des campagnes. Je suppose en réponse à la question de Christian oui. Qui intervenait sur l'investissement des boîtiers. Absolument. Alors, si vous avez des questions toutefois qui vous reviennent après, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. Vous avez nos coordonnées tout à la fin de la présentation que vous pouvez télécharger d'ailleurs également. Et nous allons vous adresser, dans la petite minute qui vient, dans les petites secondes qui viennent, un petit sondage. Voilà. Un petit sondage. Et vraiment, si vous avez des questions avant, après le match de Roland Garros, on sera un plaisir de vous y répondre. ravis de pouvoir y répondre. On vous laisse encore une minute si vous avez encore des questions. Et si ce n'est pas le cas, on vous laisse au tennisman.
Bon, bah, écoutez, je crois qu'il nous reste à vous remercier d'avoir été présent pendant cette petite heure. Merci à tous. On a été très, très ravis, très heureux de la partager avec vous. Ravis de cet échange, le contact sans contact. Donc. Et donc, à très, très vite et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. À très bientôt. À bientôt.